En 1999, le journal allemand Die Zeit a mené une expérience. Ils ont demandé à un vendeur de falafel et ancien directeur de théâtre, Salah Ben Ghali, avec qui dans le monde il aimerait le plus être en contact. Il a choisi son acteur préféré, Marlon Brando. Les journalistes ont cherché un réseau d'amis, de familles ou de connaissances, se connaissant par leur prénom, pouvant relier Ben Ghali à Brando. Il se trouve que Ben Ghali avait un ami en Californie. Cet ami travaillait aux côtés du petit ami d'une femme qui était la sœur de la fille du producteur du film Don Juan de Marco avec Marlon Brando. En tout, seulement 6 étapes ont suffi, 6 degrés de séparation. Et l'idée est que ce n'est pas un exemple unique, que vous pourriez relier 2 personnes quelconques sur la planète en 6 étapes ou moins. Mais est-ce vraiment vrai? Et si c'est le cas, comment cela affecte-t-il nos vies? Comment, dans un monde de 8 milliards d'habitants, pouvons-nous être aussi proches à seulement 6 intermédiaires? Cela influence-t-il la propagation des maladies et la circulation de l'information? Nos calculs ont révélé que la vraie question n'est pas pourquoi le monde est petit, mais comment il pourrait être différent. Puis, j'ai reçu un appel du FBI. Nous rapetissons sans cesse le monde, comme si c'était positif. Et pourtant, cela vous expose à la toxicité et à la malveillance dont vous auriez pu être protégé. Si l'on examine l'effet net de cette mesure, on constate qu'elle a été très négative à bien des égards. Les gens ont souffert. Ce n'est pas seulement dangereux en termes de propagation des maladies, mais tout ce qui est malveillant dispose maintenant de canaux qu'ils n'avaient pas auparavant. Si nous étions tous reliés les uns aux autres sur la planète de manière complètement aléatoire, il serait presque mathématiquement certain que n'importe lesquels d'entre nous seraient connectés par moins de 6 intermédiaires. Supposons que j'ai mes 100 amis parmi 8 milliards de personnes. Chacun d'eux connaît 100 personnes. Donc, à 2 degrés de séparation de moi, cela va englober 100 fois 100 personnes. Ça fait déjà 10 à la puissance 4 personnes. Et donc, si tu fais 100 à la puissance 5, ça fait 10 à la puissance 10. Et cela fait plus de personnes qu'il n'en existe sur Terre. Remarquez donc que ce nombre est 5. J'ai dit à la puissance 5. C'est la raison approximative pour laquelle la théorie des 6 degrés de séparation est vraie. Mais ce qui est choquant là-dedans, c'est que le calcul que vous venez de décrire suppose d'avoir 100 amis choisis au hasard parmi 10 milliards et qu'ils sont répartis partout dans le monde. Mais nous savons que dans le monde réel, la répartition des amis n'est pas du tout comme ça. Oui, c'est vrai. Ce calcul grossier est absurde pour la raison que vous avez donnée. Le monde n'est pas aléatoire. Les gens se rassemblent naturellement selon la géographie. La plupart des gens que vous connaissez vivent près de chez vous et sont aussi plus susceptibles de se connaître entre eux. Si vous calculez la proportion de personnes que vous connaissez et qui se connaissent également entre elles, vous obtenez une mesure du regroupement au sein du réseau. Essayons donc un modèle avec un degré élevé de regroupement. Imaginez que les 8 milliards de personnes sur Terre sont disposées en cercle. Chaque personne connaît les 100 personnes les plus proches, 50 à gauche, 50 à droite. Eh bien, dans ce cas, la personne la plus éloignée à laquelle vous pouvez vous connecter se trouve à seulement 50 personnes de distance. Ainsi, pour se connecter à quelqu'un à l'autre bout du monde via une chaîne de connaissances, il faudrait 80 millions d'étapes. Connecter 2 personnes demanderait en moyenne 40 millions d'étapes. 8 millions d'étapes seraient nécessaires pour parcourir seulement 10% du chemin. Et 6 étapes vous amèneraient? Eh bien, ici. C'est le paradoxe des 6 degrés de séparation. Nous vivons dans des groupes locaux d'amis et de connaissances. Mais il semble aussi possible de relier n'importe qui, n'importe où, en seulement 6 étapes. Il y a 10 ans, j'ai fait ma propre expérience à ce sujet et j'ai découvert que le spectateur moyen de Veritasium était séparé de moi par seulement 2,7 degrés de séparation. En sciences sociales, on appelle cela le problème du petit monde, nommé d'après le phénomène où, par exemple, vous êtes en vacances quelque part et vous tombez sur un inconnu qui, d'une manière ou d'une autre, connaît votre meilleur ami et vous dites « Waouh, le monde est vraiment petit ». Dans les années 1990, 2 mathématiciens, Duncan Watts et Steve Strogatz, ont cherché à résoudre le problème du petit monde. Duncan avait vraiment une imagination très visionnaire à cette époque. Nous avions des ordinateurs qui nous permettaient de simuler des environnements trop complexes pour que les mathématiques fonctionnent. Jusqu'alors, les physiciens avaient étudié des réseaux ordonnés et réguliers, comme les réseaux cristallins. Des mathématiciens comme Paul Erdos ont beaucoup étudié les réseaux totalement aléatoires. Mais personne n'avait examiné ce qui se trouve entre les deux. Il existe sûrement un vaste terrain d'entente entre eux que Duncan et moi commencions à explorer.
Pour étudier ce terrain intermédiaire, Watts et Strogatz ont conçu un réseau régulier de nœuds disposés en cercle, chacun relié à quelques voisins proches. Nous avons eu cette idée, commencer par l'extrémité régulière, côté physicien. Nous allons maintenant rendre le réseau de plus en plus aléatoire en ajoutant ces raccourcis. Nous avons tous déjà pris des raccourcis. Je fais partie d'un club qui s'appelle le Club d'échecs sur Internet. Je suis devenu très ami avec un gars aux Pays-Bas. Cette connexion rend le monde petit parce que maintenant, même si mes amis ne s'en rendent pas compte, ils ne sont qu'à un pas d'un gars aux Pays-Bas. Et donc, ce genre de connexion, où l'on se lie à quelqu'un en dehors de son cercle habituel, c'est ce qu'on a fini par appeler un raccourci. Alors ils ont fait le tour du cercle, déconnectant certains liens et les reconnectant au hasard à un autre nœud du réseau. Et en faisant cela, ils ont observé ce qui arrivait au nombre moyen d'étapes nécessaires pour aller d'un nœud du réseau à un autre, en sautant d'un nœud connecté à un autre. En somme, le degré de séparation. C'est maintenant le moment de la grande révélation. Lorsque Duncan a tourné le bouton dans ses simulations informatiques, dès qu'il a introduit quelques raccourcis, le monde devient immédiatement aussi petit qu'un graphe aléatoire. Après avoir reconnecté seulement 1% des liens, le degré moyen de séparation est passé de 50 à 10. Watts et Strogatz ont aussi mesuré le degré de regroupement du réseau. C'est la part des connexions d'un nœud aussi reliées d'entre elles. Ou en d'autres termes, la fraction de mes amis qui sont aussi amis entre eux. Ce qu'ils ont découvert, c'est que le regroupement est resté élevé beaucoup plus longtemps. Le monde rétrécit aussitôt comme un graphe aléatoire. Mais il reste aussi regroupé que s'il était encore régulier. Donc, on pourrait avoir simultanément la structuration que nous savons réelle et le petit monde que nous savons réel. Dans le modèle de Watts et Strogatz, ils ont examiné 1000 nœuds, mais si vous appliquez leur modèle aux 8 milliards de personnes sur Terre, eh bien, il ne vous faudrait que 3 amitiés sur 10 000 pour être un raccourci. Le nombre moyen de degrés de séparation passe à 6. Nos calculs montrent que la question n'est pas pourquoi le monde est petit, mais comment pourrait-il être différent? Duncan a commencé à me dire que c'était une question de découvrir tout un nouvel univers avec ses propriétés et ses lois. Je reconnais qu'il avait raison. Je voulais juste réfléchir un peu à ce que tu as dit à propos de ces sortes de raccourcis. Je pense que ce phénomène m'est arrivé parfois dans ma vie où je suis invité à un événement et cela semble être un événement très aléatoire. Je me dis souvent que je n'ai pas envie d'y aller car aucun de mes amis n'y va. Peut-être qu'à la dernière minute, je me dis « tentons notre chance ». Et je trouve que dans la plupart des cas, ces réunions sont productives. Je me demande s'il y a une leçon à tirer pour les gens ici, à savoir qu'ils devraient se mettre dans des situations où la probabilité de créer ces liens rapides augmenterait en quelque sorte la chance dans leur vie. Vous venez de mettre le doigt sur un phénomène très célèbre en sociologie qu'on appelle la force des liens faibles. Car vous demandez comment ils ont trouvé leur emploi. Et les gens diraient « Oh oui, j'en ai entendu parler par, vous savez, Randy ». Et puis ils demandaient « Ah, Randy est un ami à vous ?» Et les gens répondaient invariablement « Non, c'est une connaissance. Je ne dirais pas que c'est un ami, c'est une connaissance. » C'est un lien faible. Le lien fort, c'est votre meilleur ami ou votre cercle d'amis. Excités par leur découverte, Watts et Strogatz voulaient tester leur modèle du petit monde sur des données réelles. Mais c'était en 1996. Nous devions réfléchir, eh bien, où allons-nous trouver des données sur de grands réseaux pour pouvoir tester cela? Et ce n'était pas si facile. Internet n'était pas cartographié. Google n'existait pas. Ils se sont donc tournés vers une source inhabituelle. Il n'y avait qu'un seul système nerveux qui avait été cartographié à cette époque, c'était celui du ver C. elegans. Un minuscule ver d'environ 1 mm que l'on peut trouver dans la Terre, un favori des neurobiologistes. Il connaissait chaque cellule dans le corps de C. elegans depuis le moment où il n'est qu'une seule cellule jusqu'à ce qu'il devienne un organisme entier. Ils avaient donc le schéma complet du câblage de cet organisme. Watts et Strogatz ont testé leur modèle sur le réseau neuronal du ver. Le ver possède exactement 282 neurones, et en moyenne, chacun est connecté à 14 autres. Si vous alignez tout cela le long du corps du ver, les neurones aux extrémités seraient séparés par environ 40 étapes, et le degré moyen de séparation serait d'environ 14.
Mais Watts et Strogatz ont découvert que la séparation moyenne entre deux neurones n'était que de 2,65 quoi. Pour situer, s'ils étaient reliés au hasard, ce serait 2,25. Et oui, d'accord, c'était un petit monde. Ensuite, nous avons sabré le champagne. C'était vraiment passionnant que la nature ait fait cela. On s'est dit que cela devait s'appliquer à de nombreux réseaux, car la nature ne peut résister à ce mécanisme. Ils ont examiné les acteurs d'Hollywood et les réseaux électriques américains et ont constaté qu'ils étaient tous deux des réseaux petits mondes. Par exemple, parmi plus de 200 000 acteurs d'Hollywood, le degré moyen de séparation était sous 4. Dangerfield était dans Caddyshack avec Bill Murray. Et Bill Murray était dans She's Having a Baby avec Kevin Bacon. Le vrai bénéfice pour nous, passionnés par les systèmes dynamiques plutôt que la théorie des graphes, était « et alors ?» Vous savez, et alors si le monde est petit, est-ce que cela influence la façon dont les choses se synchronisent? Est-ce que cela influence la propagation des maladies? Est-ce que cela influence la façon dont l'information circule? Peu importe. Nous avons ainsi refait plusieurs expériences sur ordinateur. Prenons la maladie. Je voulais savoir comment quelques raccourcis pouvaient influencer la propagation d'une maladie dans un réseau. J'ai demandé à Casper et à l'équipe de simuler. La question est, préférez-vous débuter avec un monde totalement régulier et regroupé ou avec quelque chose de complètement aléatoire? Je commencerai avec le monde régulier. D'accord. Voilà, c'est parti. C'est la propagation des infections. Oui. Donc, ça prend complètement le contrôle du monde. Eh bien, si chaque étape représentait un jour, il faudrait 73 jours pour que l'infection prenne le contrôle de ce monde entier. Introduisons quelques raccourcis et voyons ce que ça donne. D'accord, faisons-en un petit monde 10%. Allons-y. Boum! Waouh, c'est vraiment dramatique. N'est-ce pas? C'est dramatique et rapide. Oui, tellement rapide. Oui, après 26 jours, le monde entier. La courbe paraît d'abord exponentielle, puis devient linéaire, comme s'il était impossible d'accélérer davantage. Ouais, d'accord. Alors maintenant, faisons-en un réseau complètement aléatoire. Boum! Bam! Ça c'est fou? Combien de jours maintenant pour un réseau totalement aléatoire? 25. Pratiquement identique. Dans le cas aléatoire, tous vos liens sont aléatoires, alors que dans le petit monde, seulement 10% le sont. C'est comme si un de vos 10 amis était un raccourci, ce qui peut paraître excessif pour certains, mais pour vous, c'est sûrement adéquat. Ouais, j'ai plein de raccourcis. Mais le truc fou, c'est que dans cette simulation, on n'a utilisé que 100 nœuds. Et si tu appliques le même modèle aux 8 milliards de personnes sur Terre, alors tu aurais en fait besoin de moins d'1% de tous tes liens pour être des raccourcis. En 1998, Watts et Strogatz ont publié leur découverte dans un article de 3 pages dans Nature. Et l'article a fait sensation. En quelques années, l'article avait déjà des centaines de citations. En 2014, il était le 63e article le plus cité de tous les temps. Et aujourd'hui, il compte environ 58 000 citations. C'est plus que l'article de Peter Higgs sur le boson de Higgs et près de 3 fois plus que l'article de Watson et Crick sur l'ADN qui leur a valu le prix Nobel. Il est donc sans doute utile de distinguer, les citations mesurent seulement l'impact. Nous sommes cités bien plus souvent qu'Albert Einstein, et je pense que vous savez qu'est-ce qui est le plus important. Ce n'est pas nous, mais cela signifie que les gens ont pensé que cela valait la peine d'être cité. Nous avons reçu des milliers de citations de personnes issues de domaines variés, des neurosciences à la sociologie, en passant par la théorie des graphes et l'informatique. Même, vous savez, en littérature anglaise, des gens faisaient des choses comme tracer des réseaux entre les mots. Y a-t-il une certaine ironie dans le fait que cet article, sur les réseaux mondiaux, devienne lui-même viral? Oui, je pense que oui, peut-être bien. Mais ensuite, les choses sont devenues un peu étranges. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques étranges. J'ai reçu un appel de quelqu'un du FBI. J'étais un peu effrayé. Pourquoi le FBI m'appelle-t-il? Alors je rappelle, et la personne qui décroche dit « cheveux et fibres ». J'appelais le réseau des cheveux et fibres du FBI, les personnes qui font, vous savez, de la criminologie basée sur les cheveux ou fibres révélateurs laissés sur les vêtements de la victime après qu'elle ait été assassinée. Il y avait un gars qui disait « Que se passe-t-il lorsque la police a un suspect et qu'ils disent que vous avez des fibres sur votre pull qui correspondent aux cheveux de la victime ?» Et puis l'avocat de la défense dit « Eh bien, vous savez, peut-être que la victime était dans un bus et a laissé ses fibres dans le bus, puis mon client s'est assis sur ce qu'ils appelleraient un transfert secondaire de ses fibres. »
Cela ne prouve rien. Le FBI voulait donc connaître la probabilité des transferts secondaires comparée aux transferts primaires liés au fait d'avoir tué la personne. Et je me suis dit, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en sais? En 1998, Albert Laszlo Barabasi étudiait Internet. À l'époque, il existait environ 800 millions de pages web, mais malgré l'immensité du web, Barabasi a découvert qu'en moyenne, on pouvait relier n'importe quel deux sites en seulement 19 clics. Apparemment, le web était aussi un petit monde. Mais ce qui était étrange, c'est donc qu'il ne ressemblait pas du tout au réseau petit monde du modèle de Watts et Strogatz. Nous avons fini par cartographier une région du monde à travers le web, et nous avions une idée très claire de l'apparence que ce réseau devait avoir. Barabasi pensait que la répartition des pages et des liens suivrait une courbe en cloche, comme pour la taille des individus dans une population. La plupart des sites auraient un nombre moyen de liens, et il y aurait très peu de cas extrêmes de chaque côté. Mais ce n'est pas ce qu'il a observé. Nous avons mesuré la distribution qui ne correspondait pas à nos attentes. La courbe commençait de façon abrupte. Beaucoup de sites web avaient très peu de liens. La courbe présente une longue traîne à droite. Et là, nous avons vu des pages web qui avaient non seulement un peu plus, mais parfois 100 fois plus de liens que le degré moyen ou le nœud moyen sur le site web. C'étaient des sites comme Yahoo, superconnecteurs reliés à des milliers d'autres sites. Barabasi les a nommés hubs car, en cartographiant le réseau, ils évoquaient un moyeu avec des rayons reliés à des centaines d'autres pages. Et ce sont ces hubs qui ont fait du web un petit monde, pas les raccourcis. Alors Barabasi s'est demandé, comment cela pourrait-il s'appliquer à d'autres réseaux aussi? La plupart des réseaux réels, ou pratiquement tous les grands réseaux, suivent deux principes très fondamentaux. Premièrement, aucun grand réseau n'apparaît soudainement comme un grand réseau. Il se développe, n'est-ce pas? Vous aviez un minuscule World Wide Web en 1991, et maintenant nous avons des billions de nœuds sur le web. Comment sommes-nous passés d'1 à 1 billion? Un nœud à la fois, un site web à la fois. Tous les réseaux, quelle que soit leur ancienneté ou leur apparition rapide, ont toujours émergé via un processus de croissance. Si vous pensez au réseau, intégrez ce processus de croissance. Deuxièmement, quand un nouveau nœud arrive, par exemple en rejoignant Facebook, à qui allez-vous vous connecter? C'est assez imprévisible, mais il y a un biais. Vos connexions sont biaisées vers les nœuds les plus connectés, car vous aviez plus de chances de les connaître que les moins connectés. Nous avons nommé ce processus attachement préférentiel. Barabasi a supposé que ces deux principes expliquent l'émergence naturelle des hubs lors du développement d'un réseau. Donc avec sa collègue Rekha Albert, il a lancé une simulation. Nous avons aussi une simulation pour cela. Ils ont débuté avec un réseau simple de quelques nœuds connectés. Ils ont ensuite ajouté les nouveaux nœuds au réseau 1 à 1. Avec une seule condition, ils seraient plus susceptibles de se connecter aux nœuds qui avaient déjà plus de liens. C'est trop cool. Cela semble très naturel et organique. Aussi, j'aime bien comment les nœuds ressortent et ne s'arrêtent pas simplement à un endroit. Ils ont tendance à onduler et à trouver leur emplacement. J'aime vraiment ça. Comme une station spatiale C'est ce à quoi je pensais. ou comme une colonie spatiale, non? Ouais, non? Comme si chaque petit centre pouvait être une planète, puis tu as toutes sortes de stations qui gravitent autour. Oui. Donc, quand Barabasi et Albert ont laissé ces réseaux évoluer, des hubs sont apparus. Et nous avons montré que la croissance et l'attachement préférentiel conduisent naturellement à la formation des hubs. Barabasi et Albert ont démontré avec cette simulation l'émergence de hubs dans presque tous les réseaux complexes. Prenez les aéroports par exemple. En 1955, l'aéroport OR de Chicago a ouvert aux vols commerciaux. Contrairement à l'aéroport voisin Midway, il avait de longues pistes et beaucoup d'espace pour les nouveaux avions à réaction. Les compagnies aériennes y transfèrent leur service. Avec l'arrivée de nouvelles compagnies à OR, les passagers bénéficiaient de plus d'options de correspondance, rendant l'aéroport plus attractif. Après la déréglementation dans les années 1970, davantage de compagnies aériennes ont pu ajouter des lignes et la boucle de rétroaction s'est accélérée. Chaque nouvelle ligne rendait l'aéroport plus utile aux passagers et plus attrayant pour les autres compagnies aériennes. Aujourd'hui, OR est l'aéroport le plus connecté des États-Unis avec des vols directs vers bien plus de 200 destinations. On trouve aussi des plaques tournantes hors des réseaux humains. Dans les réseaux alimentaires, il y a quelques espèces clés comme la morue de l'Atlantique qui relient des centaines de prédateurs et de proies.
Et dans les réseaux métaboliques de nos cellules, il existe quelques molécules, comme l'ATP, qui régissent des centaines de réactions chimiques. Dans notre cerveau, certaines régions, comme le cortex préfrontal, relient de nombreuses fonctions différentes. Au fil du temps, chaque réseau évoluait, intégrant de nouvelles espèces, réactions et circuits à un ensemble déjà connecté. On obtient ainsi une croissance naturelle. L'attachement préférentiel n'est pas le seul moyen de créer des centres. Il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu, en particulier dans ces systèmes biologiques plus complexes. Mais ce que la simulation de Barabasi et Albert a montré, c'est qu'il suffit d'un tout petit biais lors de la croissance d'un réseau, et les centres finissent par être inévitables. Une fois les centres présents, ils modifient profondément le comportement du système et notre compréhension de celui-ci. Des centres comme OR signifient que vous pouvez aller pratiquement partout dans le monde en seulement quelques vols. Mais cette connectivité a aussi des conséquences. En août 2025, des orages ont paralysé l'aéroport O'Hare à Chicago. 280 vols annulés et 80 détournés. Au moins 6 autres aéroports américains ont été touchés et certains avions bloqués à Chicago n'ont jamais décollé pour l'Europe ou l'Asie. Le mauvais temps à Chicago change complètement non seulement le schéma de voyage à Chicago, mais en 24 heures. C'est tout le pays qui en subit les conséquences. On observe aussi ce phénomène dans les réseaux naturels. Supprimer une espèce clé, comme la morue de l'Atlantique, peut bouleverser tout l'écosystème. C'est ce que nous appelons le talon d'Achille des réseaux, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle si vous voulez créer des médicaments pour tuer des bactéries, alors vous allez cibler le nœud central. Cette idée a donné naissance à la médecine des réseaux, où des chercheurs conçoivent des médicaments ciblant les éléments clés du réseau métabolique d'une maladie. Mais comprendre le rôle des nœuds centraux n'aide pas seulement à développer des remèdes contre les maladies, cela peut aussi nous aider à contrôler leur propagation. En 1990, la Thaïlande faisait face à l'une des épidémies de VIH, à la croissance la plus rapide au monde. Le gouvernement a mené de grandes campagnes avec affiches, publicités de télévision et interventions scolaires pour promouvoir l'usage du préservatif. Mais l'infection continuait de se propager. Alors, en 1991, le gouvernement a essayé quelque chose de différent. Ils ont commencé à cibler les centres névralgiques. Ils ont informé les maisons closes du pays que chaque client devait utiliser un préservatif, sinon elles seraient fermées. Et l'impact a été énorme. Par exemple, les infections par le VIH chez les jeunes hommes rejoignant l'armée ont diminué de plus de 50%. En 2013, le ministère de la Santé publique thaïlandais estimait que la politique avait évité plus de 5 millions d'infections. Tout cela parce qu'ils ont compris l'importance des centres névralgiques. Les centres névralgiques et raccourcis rendent tout réseau complexe plus connecté qu'il ne semble. Cela signifie que tout se propage vite, qu'il s'agisse de retard d'avion, d'informations ou de maladies. Cet impact pourrait-il aller plus loin? Je veux dire, la structure de notre réseau social pourrait-elle influencer notre comportement et nos croyances sans même que nous en soyons conscients? En 1997, Watts et Strogatz ont étudié ce sujet avec le jeu du dilemme du prisonnier. C'est le problème le plus connu de la théorie des jeux, utilisé pour illustrer de nombreux conflits réels. Nous avons en fait déjà réalisé une vidéo complète à ce sujet, mais voici un petit résumé. Le principe est simple. Un banquier avec un coffre d'or invite un autre joueur et vous à jouer. Vous avez 2 choix chacun. Vous pouvez coopérer ou trahir. Si vous coopérez tous les deux, vous recevez chacun 3 pièces. Mais si vous trahissez pendant que votre adversaire coopère, vous obtenez 5 pièces et il ne reçoit rien. Et si vous trahissez tous les deux, vous recevez chacun une pièce. Alors, que feriez-vous? Supposons que votre adversaire coopère. Alors vous pourriez aussi coopérer et obtenir 3 pièces. Ou vous pourriez trahir et obtenir 5 pièces à la place. Donc il vaut mieux trahir. Mais si votre adversaire trahit, vous pouvez coopérer sans rien recevoir ou trahir et gagner au moins une pièce. Donc peu importe ce que fait votre adversaire, votre meilleure option est toujours de trahir. Maintenant, si votre adversaire est aussi rationnel, il arrivera à la même conclusion et donc il trahira aussi. Et par conséquent, lorsque vous agissez tous les deux de manière rationnelle, vous vous retrouvez tous les deux dans la situation sous-optimale de n'obtenir qu'une pièce chacun alors que vous auriez pu en obtenir 3. En 1980, le professeur Robert Axelrod a montré que sur des centaines de parties, la coopération l'emporte contre l'adversaire. Il a organisé un tournoi parmi les meilleurs théoriciens des jeux du monde et toutes les stratégies les plus efficaces étaient bienveillantes. La stratégie gagnante s'appelait coup pour coup parce que sa position par défaut était de coopérer et elle ne faisait défaut qu'en représailles. Il a aussi démontré qu'un petit groupe de coopérateurs peut s'unir pour surmonter un monde de tricheurs. Donc,
C'est un peu le contexte que nous posons, n'est-ce pas? On arrive à ce point réaliste où des stratégies du type œil pour œil finissent par dominer le monde. Parce que dans le tournoi d'Axelrod, chaque stratégie affrontait toutes les autres, ou alors elles n'interagissaient qu'avec leurs voisins proches, c'est-à-dire le petit groupe. Et maintenant, on pourrait se demander, eh bien, que se passerait-il si on commençait à changer la façon dont cela fonctionne? Et si on les mettait en réseau? Watt et Strogatz ont recréé une version du dilemme du prisonnier qui faisait justement cela. Ils ont mis en place un réseau régulier où chaque joueur était connecté à quelques joueurs de chaque côté. Ensuite, ils jouaient simultanément contre toutes leurs connexions. Les règles étaient simples. Si la plupart des connexions d'un joueur coopéraient, alors ce joueur coopérait aussi. Mais si la majorité de leurs partenaires trichaient, ils trichaient à leur tour en représailles. Ils ont débuté avec un groupe restreint de coopérateurs entourés de tricheurs et ont suivi l'évolution du réseau. Avec le temps, ils ont constaté que la coopération s'était répandue, comme Axelrod l'avait découvert. Mais ensuite, ils ont relancé la simulation, cette fois avec quelques liens réorganisés en raccourci. Et tout d'un coup, les coopérateurs ont été écrasés et ils se sont retrouvés dans un monde de tricheurs. En partant d'un réseau régulier et en augmentant progressivement la fraction de raccourcis, ils ont découvert qu'au-delà d'une fraction critique, le pourcentage de coopérateurs à la fin tombe à 0. Je pense que ce qui est vraiment fou, c'est que vous avez pris exactement les mêmes stratégies, avec toutes les mêmes propriétés, les mêmes traits de caractère et personnalité, si vous voulez. Vous ne modifiez rien, seulement leur connexion change. Et vous passez d'un monde où tout le monde est complètement gentil et travaille ensemble à un monde rempli de méchanceté et où les gens se trahissent les uns les autres, simplement en changeant la façon dont ils sont connectés. C'est comme si la majorité de vos interactions étaient plutôt négatives, alors vous commencez à devenir négatif aussi, et vous contribuez simplement à la négativité générale. Alors que si quelques personnes sont gentilles, vous pouvez imaginer que cela vous fait du bien, et donc vous allez être plus gentil avec cette personne. L'intuition derrière cela, c'est que la coopération est favorisée par la présence de petits groupes. Si j'ai un petit groupe de personnes qui sont un peu mes amis, nous avons beaucoup d'interactions et la coopération a tendance à émerger de la familiarité, de la même manière que la répétition y contribue. Savoir que je vais te revoir ou te recroiser finit par rendre la coopération avantageuse pour moi. Dans le monde d'Internet où chacun peut aller sur Twitter et critiquer n'importe qui, ça a tendance à décourager. Nous n'avons pas de petits cercles, vous n'avez pas de communauté. Cela explique le phénomène des guerriers du clavier. Les gens disent en ligne ce qu'ils ne diraient pas autrement. Ils ne feraient pas cela. La plupart des gens sont gentils. Oui. C'est marrant, ce terme de petit monde. Je sais que tu penses à la chanson de Disney, It's a Small World After All, comme si c'était censé être bien. Et pourtant, cela t'expose à la toxicité et à la malveillance dont tu aurais pu être protégé dans une petite ville. Les réseaux sociaux ont été plutôt toxiques. L'idée initiale était on connecte plein de gens et les gens ont été séparés géographiquement. On te reconnecte avec tes anciens amis. Si on regarde l'effet net, en fait, il a été plutôt négatif selon beaucoup de critères. Intrigué par ces résultats, Watts a commencé à se demander si ces conclusions s'appliquaient aussi au monde réel. Pendant des années après avoir réalisé ce travail, j'ai voulu tester cette hypothèse avec de vrais sujets humains. Il a recruté des volontaires pour Reset2A pour jouer à un jeu des biens publics dans divers réseaux. Il pensait que, comme observé auparavant, plus un réseau compte de raccourcis, moins la coopération peut émerger. Mais ce qu'il a découvert, c'est que la structure du réseau n'avait aucun effet. La coopération avait autant de chances d'émerger dans un réseau totalement regroupé que dans un réseau totalement aléatoire. Nous étions très perplexes face à ce résultat, puis nous avons continué à travailler dessus. En approfondissant ses recherches, Watts a compris l'importance de la structure du réseau. Dans les réseaux plus regroupés, les gens étaient plus susceptibles de se copier les uns les autres. Donc si par hasard quelqu'un commençait à coopérer, alors tout le monde coopérait. Mais il était tout aussi probable que quelqu'un commence par tricher, et dans ce cas, tout le monde se mettrait à tricher. Dans toutes leurs parties, ces deux effets s'annulaient, expliquant pourquoi la structure du réseau semblait sans importance. C'est un peu sur le fil du rasoir, non? Ou, par exemple, une personne fait quelque chose d'égoïste et tout part en vrille. Dans un autre monde, tout le monde garde son sang-froid et tout se passe bien. C'est dingue de penser que le monde puisse tenir en équilibre comme ça, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. Ça dépend un peu de la façon dont quelqu'un se lève ce jour-là.
Mais ensuite, Watts a réalisé quelque chose. Tu vois, dans la vraie vie, tu peux choisir avec qui tu traînes. Il a donc refait l'expérience en laissant les joueurs changer de partenaire. Cette fois, il a utilisé le dilemme du prisonnier pour que les joueurs identifient facilement les tricheurs. Le résultat était clair. Plus les joueurs choisissaient leur partenaire, plus ils coopéraient. Tu peux vraiment améliorer ta situation en agissant, en étant décisif et en prenant les devants. Oui, c'est aussi ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants. Par exemple, si quelqu'un t'embête, ignore-le simplement. Il n'y a rien à gagner à continuer d'interagir avec des personnes qui apportent de la négativité dans ta vie. En fait, faire un choix peut être puissant à plus d'un titre. Il y a quelque chose dans le monde qui le rend sujet à ces bouleversements. Cela signifie qu'il reste toujours instable, ce qui nous donne plus de pouvoir qu'on ne le pense. Il est en fait possible pour des individus de lancer des mouvements qui grandissent et prennent de l'ampleur. En fin de compte, c'est ce qui arrive dans l'histoire. Une personne têtue agit, entraînant des dizaines ou des milliers d'autres, ce qui provoque le changement. Tout commence toujours par une seule personne. C'est la citation de Steve Jobs, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout commence quand tu crois que tu as ce pouvoir. Oui. Apprendre tout sur la science des réseaux m'a appris beaucoup de choses, mais peut-être que la plus importante, c'est que nos réseaux nous façonnent, mais que nos actions façonnent les réseaux. Alors choisissez les deux avec sagesse.